Vladimir Poutine, depuis la chute de Kherson, semble isolé, semble reclus. On ne voit plus le Poutine un peu bombant le torse qu'on avait pris l'habitude d'observer ces derniers mois. Relativement peu d'interventions. On savait qu'il avait renoncé à se rendre à Bali, au G20, peut-être par crainte, encore une fois, de laisser son bureau, sa chaise vide, inoccupée, peut-être aussi par crainte que son isolement n'apparaisse trop clairement aux yeux du monde. Et Vladimir Poutine a effectué un déplacement. C'était hier soir. Donc il est allé à Yerevan, au sommet, je le disais tout à l'heure, de l'OTSC. Qu'est-ce que c'est que l'OTSC? C'est une organisation d'entraide militaire. Si on voulait schématiser à très gros traits, on pourrait dire que c'est un peu l'OTAN de ce jardin-là, de République d'Asie centrale. Je vois que vous dites non, Anne, à très gros traits. Enfin, c'est quand même une zone où on compte sur le parrain russe, d'un point de vue militaire, pour faire la paix dans les conflits et pour soutenir ses membres qui sont attaqués. C'est le cas de l'Arménie quand elle a été attaquée par l'Azerbaïdjan. Elle a pu compter sur le soutien russe. Dernièrement, il n'y a plus de soutien russe lors des dernières attaques azéries, à la fin du mois d'octobre, je crois, et l'Arménie en a été fort courroucée. Donc c'est à Yerevan même que se tenait ce sommet. Alors, parmi les pays membres de ce club, entre guillemets, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan. Vladimir Poutine se rend là-bas. Il a été presque ostensiblement boudé par ses partenaires, ceux qui lui doivent beaucoup, souvent. Il faut rappeler que certains d'entre eux lui doivent directement leur maintien au pouvoir, quand les troupes russes sont intervenues à Minsk, par exemple. Et surtout, il a été confronté à quelqu'un qui a pensé tout haut, visiblement, et qui s'est mis à imaginer l'effondrement du Kremlin, l'effondrement de la Russie à cause de cette guerre en Ukraine. Poutine n'a pas dit un mot sur la guerre en Ukraine là-bas. Mais, en voulant voler à son secours, son fidèle allié et ami Loukachenko a prononcé une phrase qui est sans doute dans tous les esprits. S'il l'a dite, c'est qu'elle était dans son esprit. Et si elle est dans son esprit, elle est sans doute dans tous les esprits des participants, et peut-être même à Moscou. Mais c'est la phrase taboue par excellence. Et si la Russie s'effondrait, que se passerait-il? Alors d'abord, le détail de ce qui s'est passé à Yerevan. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Bien, alors même chez lui, même dans son propre jardin, Vladimir Poutine est boudé, voire grondé. Et oui, et David, une image dit tout. Celle-ci, l'homme que vous voyez ici, c'est Nikol Pachinian, c'est le Premier ministre arménien. Et regardez comme il se tient éloigné de Vladimir Poutine, qui pourtant se trouve juste à côté. Entre les deux, il y a cet espace immense, alors que vous le voyez, tous les autres sont assez proches sur le tapis rouge. Lui, non, personne ne se bouscule pour poser trop près de lui. Personne ne veut afficher sa complicité avec Vladimir Poutine. C'était il y a quelques heures au sommet à l'ambiance glaciale de l'OTCS. Et donc il y a ce geste et il y a aussi ces mots inouïs dont on parlait il y a quelques instants. Et oui, Vladimir Poutine n'a pas été à la fête. Exemple, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, qui n'y va pas par quatre chemins. Il est presque en train de faire la leçon à Vladimir Poutine. Il est temps de chercher ensemble une solution de paix, dit-il. Nous ne pouvons pas accepter que les peuples frères russes et ukrainiens soient séparés pour des décennies ou des siècles par des griefs mutuels. Cette position, David, c'est aussi celle de la quasi-totalité des voisins de la Russie, même s'ils ne le disent pas aussi ouvertement. Tous, sauf peut-être le plus fidèle allié de Vladimir Poutine, le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Et pourtant, vous le disiez, c'est sans doute lui qui a jeté le plus grand froid. En voulant dire un mot de soutien à Vladimir Poutine, il a carrément plombé l'ambiance. Écoutez. Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. Что, если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Vous avez bien entendu, David. Loukachenko, président biélorusse en place grâce à Vladimir Poutine, évoque l'écroulement de la Russie. Alors on va s'arrêter sur cette phrase, mais d'un mot d'abord, Fanny, de toute évidence, la Russie n'exerce plus, peut-être ne peut plus exercer son rôle de parrain dans ce jardin-là. Oui, c'était l'autre grief des pays membres de l'OTSC vis-à-vis justement de la Russie. Elle a été incapable de venir en aide au Premier ministre arménien qui a ostensiblement boudé pendant toute la réunion. Incapable aussi de régler le différend entre le Kirghizistan et le Tadjikistan. Les pays ont en plus échoué à formuler en tout cas une déclaration commune. C'était le grand constat, la Russie est tombée de son piédestal. Restez avec nous, Fanny, parce qu'on va examiner un autre aspect de ces 9 mois de guerre, 24 février et 24 novembre. Réécoutons Loukachenko, parce qu'encore une fois, c'est assez saisissant. Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. Что, если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Ça vous fait beaucoup rire, Anne. Oui, non, mais c'est Qu'est-ce que c'est? C'est une gaffe, un aveu? C'est Freud?
que ça vient de Loukachenko qui doit sa survie politique à Vladimir Poutine. Il est en fait pieds et poings liés dans la bonne volonté de Vladimir Poutine. Rappelons que lors des élections présidentielles de 2020 dans son pays, en Biélorussie, il n'a pas été élu. Il y a eu des fraudes absolument massives qui a fait qu'il a réussi à rester au pouvoir. Mais il n'a aucune légitimité dans son pays. Il est très contesté. Et si la Russie n'avait pas soutenu à bras-le-corps M. Loukachenko, il ne serait plus là. Et cette phrase, si la Russie s'effondre, donc on a l'impression qu'il pense à voix haute, que sa langue a été trop vite, mais s'il a à l'esprit cette hypothèse, c'est forcément que tout le monde autour, là, l'hypothèse. Non, mais d'autant plus, dans cette association, il faut bien voir la différence entre la Biélorussie, comme vous venez justement de l'expliquer, qui est la base arrière de l'armée russe dès le 24 février, donc qui est complètement mêlée à cette guerre. Simplement, Loukachenko refuse d'envoyer directement son armée, parce qu'elle ne tient pas la route et qu'il en a besoin pour sauver son pouvoir. En revanche, dans les pays d'Asie centrale, ce n'est pas du tout la même chose. Il critique systématiquement la position du président Poutine, systématiquement. Et là, l'Arménie, en plus, puisqu'elle n'a pas été aidée. Oui, elle n'a pas été soutenue. Et je voudrais rappeler qu'il y a une mission de l'Union européenne qui va se déployer en Arménie pour un peu suppléer aux carences russes. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Mais pardonnez-moi, je voudrais vous ramener à cette phrase. Si la Russie s'écroule, si la Russie s'effondre... pour lui. Il parle pour lui. La Biélorussie s'écroule. Les pays d'Asie centrale n'ont pas ce souci-là du tout. Oui. Ils ne tiennent pas grâce à la Russie. Alors que la Biélorussie tient grâce à la Russie. On a l'impression qu'il veut, pardon de faire de l'exégèse comme ça à distance et sans avoir vu tout, mais quand on voit le contexte et justement les crispations, et notamment parce qu'on est en Arménie et on a vu l'image saisissante du président arménien qui ne veut pas s'afficher trop près de Poutine. Dans ce contexte-là, on a l'impression que Loukachenko, ce qu'il veut faire, c'est lancer un avertissement aux autres pour leur dire attention, on est tous ensemble, on est dans le même bateau. Et en réalité, il est plus concerné que les autres, comme le général Trinquant vient de le dire. Et donc, il veut lancer cet avertissement. Mais là où sa balourdise prend le dessus, c'est que, effectivement, alors là, c'est peut-être un peu freudien, c'est peut-être juste une énorme maladresse. Il commence par dire, si la Russie gagne, le traité vivra, donc on restera tous ensemble. Et là, pour dire aux autres, mais attention, soyons bien tous solidaires parce que l'enjeu est énorme, il finit par donner l'autre versant de l'hypothèse. Et là, c'est la catastrophe parce que les mots avec lesquels il le dit résonnent dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde doit être en train de disséquer cette phrase. Et il n'y a pas tellement besoin de la disséquer parce qu'au fond, elle dit ce que tout le monde a sous les yeux. Et donc, effectivement, le mot s'effondrer ou s'écrouler, selon la traduction, il est catastrophique pour Poutine. Et donc, si Poutine était venu là pour montrer qu'il n'était pas tout seul et qu'il avait autour de lui des pays frères, comme on disait autrefois du temps de l'URSS, là, c'est la catastrophe parce qu'on n'est jamais trahi par les siens. Parce que ce qui est étonnant, c'est que nous, en Occident, on parle de cette hypothèse, on l'envisage, mais on a l'impression qu'à Moscou, en Russie et même autour de la Russie, eh bien, tout le monde, finalement, le discours officiel convainc tout le monde. Mais non, la Russie est très forte, la Russie... Tout se déroule selon le plan qui était prévu, vous savez, la fameuse phrase. Et là, brusquement, le voile se déchire avec cette phrase. C'est-à-dire, l'ami numéro 1 de Vladimir Poutine met les pieds dans le plat. Alors, si la Russie s'effondre, voilà ce qui va se passer, et c'est Claude. grave pour Vladimir Poutine, parce que Loukachenko est quand même un expert. Il est au pouvoir depuis plus longtemps que Poutine. Il va bientôt avoir son quart de siècle au compteur. Et pendant ce quart de siècle, il a louvoyé de différentes manières. Il a signé un accord à la fin de l'ère Yeltsin, un accord qui prévoit une fédération entre la Russie et son pays, la Biélorussie. Et Poutine, à chaque fois qu'il le rencontrait, avant cette opération, cette aventure militaire, lui disait « Mais pourquoi tu n'appliques pas le traité Tu as appliqué 5% du traité. » Il a négocié avec l'Union européenne un accord d'association qu'il a ensuite renié. Donc il a louvoyé constamment pour essayer. Et ensuite, en effet, Poutine, comme ça a été dit, lui a sauvé la mise lorsque l'élection était contestée et qu'il y avait des révoltes dans la rue. Mais pardon de vous interrompre, Claude, mais... Ce pourquoi elle est aussi saisissante, cette phrase, c'est parce que si lui évoque cette hypothèse comme une hypothèse... Tous les autres le pensent aussi. C'est que tous les autres le pensent aussi. Mais ayons présent à l'esprit que dans l'espace post-soviétique, les pays ne sont plus du tout, y compris les alliés de la Russie, parce que ceux qu'on a vus aujourd'hui, ce sont les alliés de la Russie. Ce sont même les seuls alliés de la Russie, les derniers. Et donc, ces pays, il y a longtemps, qui ne sont pas de simples bénis-oui-oui, derrière la Russie. Et ils ont à l'esprit ça aussi. Ils ont eux aussi cette hypothèse à l'esprit. On a des exemples très précis. Ils n'ont pas suivi Vladimir Poutine dans cette guerre. Le président Tokayev, qui vient d'être réélu, que nous avons vu à l'écran il y a quelques instants, a refusé de reconnaître les annexions des 4 régions ukrainiennes. Ils ont pris des distances par rapport à la Russie concernant le conflit ukrainien. Et
une des choses qui mérite d'être soulignée, c'est que le président Xi Jinping a déclaré il y a quelques jours ou quelques semaines qu'il soutenait l'intégrité territoriale du Kazakhstan, si besoin est. Et donc soutenir l'intégrité territoriale du Kazakhstan. Alors au Kazakhstan, il faut aussi savoir qu'il y a une minorité russe très importante qui est aux frontières nord limitrophes de la Russie. Ça veut dire que éventuellement la Russie pourrait au Kazakhstan aussi dire qu'il faut qu'elle protège les minorités russes. Et maintenant, il y a un soutien du Kazakhstan dans ce domaine-là. Au Kazakhstan, on voit qu'il y a maintenant un recul absolument gigantesque des positions de la Russie dans ce qui a été à un moment son empire. Parce qu'on et l'Union pouvait soviétique. penser, quand vous dites, si lui le dit, ça veut dire que les autres le pensent aussi, envisagent cette hypothèse, on peut se dire que du coup, au Kremlin aussi, dans l'entourage, on envisage aussi cette hypothèse. Peut-être que les généraux russes envisagent aussi cette hypothèse, que M. Loukachenko n'est pas le seul à envisager cette hypothèse. Jusqu'à présent, on se disait, peut-être qu'ils envisagent l'hypothèse qu'ils devront reculer, qu'ils devront céder une plus grande partie encore des territoires qu'ils ont conquis en Ukraine. Mais là, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas d'un recul. C'est d'un effondrement. Donc c'est plus du tout la même chose, On Dominique. n'entend pas naturellement, c'est la conversation d'avant. Et la conversation dans laquelle lui pousse au drame, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que tous les gens qui sont autour de la table disent il faut négocier. On ne peut pas continuer comme ça. Et le président Poutine, lui, ne peut plus reculer. Aujourd'hui, il dit j'y suis, et tout le monde se demande mais qu'est-ce qu'il cherche au bout du compte? Et il va aboutir forcément, par son obstination, à l'écroulement. Et c'est Loukachenko qui est la bouche d'ange, si j'ose dire, qui dit mais oui, forcément, ça va être l'écroulement. En tout cas, ça